Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Salut tout le monde, c'est Elsa de la team Relirons la Caraïbe. Vous vous souvenez certainement des spectaculaires mouvements de terrain qui ont touché la Martinique, en particulier Sainte-Marie, en novembre 2020. Ces événements sont loin d'être anodins dans la Caraïbe et mettent l'accent sur la gestion des crises. Pour en parler, Relirons la Caraïbe reçoit Lucie Perronnet, docteure en géographie des risques naturels. Bonjour. Bonjour Elsa et bonjour à tous. Alors Lucie, vous avez soutenu votre thèse en 2015 sur les mouvements de terrain dans les Petites Antilles, contribution à l'analyse comparative de leur gestion de crise, sous la direction du professeur des universités Françoise Panier-Benito-Espinal, que nous avons déjà eu l'occasion d'entendre dans nos podcasts. Alors la première question, comment êtes-vous arrivé à la géographie? Alors, c'est vrai que la géographie, c'est un monde très vaste, hein, et en fait, c'est ce qui nous entoure. Et ça m'intéressait depuis petite. J'ai toujours été un peu attirée par les sciences de manière générale. Et puis, voilà, je trouvais au fur et à mesure de mon cursus scolaire que c'était une matière alors, que je privilégiais un petit peu plus que l'histoire et qui était justement un petit peu plus délaissée par les professeurs d'histoire géo où on mettait plus l'accent sur l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'elle alliait bien le côté scientifique et le côté humain. Donc, c'était pas de la science pure et c'était le côté humain qui m'attirait. Et je me suis dit, je me suis renseignée et quand j'ai vu qu'il était possible d'avoir un cursus séparé, donc soit géographie, soit histoire, je me suis lancée et j'ai décidé de commencer en tout cas mon cursus universitaire en géographie. Vous avez préparé et soutenu une thèse, comme on l'a dit, sur les risques naturels et plus spécifiquement sur la gestion des crises liées au mouvement de terrain. Pourquoi ce choix de l'étude des glissements de terrain? Alors, j'ai choisi ce risque naturel parce que je trouvais qu'il était relativement présent au niveau de notre territoire, au niveau de notre île, la Martinique, ainsi que dans la Caraïbe et dans le monde également. Et je trouvais également qu'il était un peu délaissé, on va dire, entre guillemets, par rapport à tous les autres risques qui prenaient un peu le dessus, comme les séismes, tout ce qui est tempête tropicale, ouragan, etc. Et on n'en parlait pas, alors que c'est un phénomène à part entière hein, qui peut se déclarer à n'importe quel moment. Hein. C'est un aléa naturel et c'est aussi un phénomène qui peut être induit par d'autres risques naturels. Et c'est ce qui s'est produit justement, comme vous l'avez noté en novembre dernier, suite à de fortes pluies, et c'est ce qui se passe de nombreuses fois ici en Martinique et ailleurs, bien sûr. Les pluies déclenchent justement ces phénomènes de mouvement de terrain qui causent des paralysies au niveau du territoire, des dommages hein, aussi bien physiques que matériels, alors beaucoup plus matériels heureusement, mais tout ça, ça m'a interpellée et je me suis penchée sur ces phénomènes pour essayer d'apporter justement un regard géographe, hein, puisque ça reste on va dire, plutôt de la géologie et de la géomorphologie. Et par le biais de l'étude des crises associées à ces phénomènes, j'ai voulu apporter un regard plus géographe sur ces risques naturels. Alors, vous venez de le dire, c'est par l'angle de la crise qu'on entre en géographie dans votre travail de recherche. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'une crise et en quoi ces mouvements de terrain peuvent-ils être à l'origine d'une crise? Alors, une crise, de manière générale, c'est on va dire, un moment où il y a un certain nombre de facteurs qui vont
qui vont se rassembler et qui vont causer un dysfonctionnement et qui vont arrêter, on va dire, l'organisation normale au sein d'un espace, d'une société, d'une organisation, puisque une crise peut se produire dans n'importe quel domaine. Alors ici, concernant les risques naturels, une crise, c'est un phénomène, va être induit par un phénomène naturel qui va causer justement une rupture, une désorganisation. Et là, on va avoir une paralysie plus ou moins partielle, totale, en fonction du degré de la crise du territoire. Et donc, comment justement ces phénomènes mouvements de terrain peuvent produire une crise? Ben, c'est véritablement par le fait qu'ils vont directement toucher des enjeux humains et qui vont induire un arrêt, voilà, de l'activité, du fonctionnement, de l'organisation du territoire. Donc, on peut le voir ici notamment quand les mouvements de terrain touchent les routes, avec soit des coulées de boue ou alors des blocs de roches qui viennent s'échouer sur les chaussées, des chaussées qui sont quasi déformées, voire coupées par des glissements de terrain en contrebas. Voilà, des maisons qui sont également emportées par le mouvement. Donc, c'est véritablement un état de crise qui, à un moment donné, va interrompre, on va dire, le fonctionnement normal de la société et du territoire. Et en termes de méthode, comment avez-vous procédé? Alors, durant mes travaux de recherche, j'ai eu plusieurs phases, comme on va dire tout travail de thèse. Il y a eu tout d'abord un gros travail on va dire, d'état de l'art, de savoir exactement ce qui était déjà fait et en quoi je pouvais justement apporter un plus dans l'étude de ces phénomènes. Alors, effectivement, ça a été complexe parce que je me suis véritablement immergée dans des recherches qui étaient très techniques, puisque, comme je l'ai dit, les mouvements de terrain, ça reste de la géomorphologie, de la géologie. Donc, j'ai dû quand même faire appel à beaucoup de concentration et de patience pour pouvoir comprendre véritablement le phénomène, hein, puisque pour en parler, il faut d'abord savoir ce que c'est. Et puis, par la suite, une fois cette étape terminée, je me suis lancée dans une analyse comparative, hein, puisque dans ma problématique, il s'agit d'une contribution de la gestion de crise de manière générale, mais appliquée aux Petites Antilles. Donc, je me suis rendue dans plusieurs îles des Petites Antilles concernées par ce risque naturel, puisque toutes les îles sont différentes. Elles ont justement une nature géologique, des formations différentes et nous n'avons pas la même nature au niveau de notre sol, hein, pour simplifier un petit peu la chose. Et par conséquent, toutes les îles ne sont pas soumises à ce risque naturel-là. Donc, j'ai dû faire une sélection et effectivement, les îles les plus concernées étaient plutôt localisées au sud, hein, de l'arc des Petites Antilles. Donc, mes investigations ont commencé bien entendu en Martinique. Je me suis surtout intéressée il y a eu un gros événement, enfin plusieurs gros événements pluvieux en 2009. Donc, ça a été vraiment le gros, on va dire, de mon travail de terrain sur la Martinique. Voilà. Et puis, par la suite, je me suis rendue à la Dominique, en Guadeloupe, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et à Grenade. Voilà. Donc, ça a été les principaux terrains d'études. Et puis, j'ai travaillé en collaboration, donc notamment en Guadeloupe, mais surtout à la Dominique, avec des services de gestion des risques et des crises naturelles au niveau de l'île. Ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'informations sur les îles, on va dire, anglaises, hein, anglophones, hein, puisque nous sommes entourés principalement de ces îles-là, et de voir comment elles fonctionnaient sur leur gestion des risques naturels plus particulièrement. Alors, finalement, quel est l'apport de la géographie par rapport à la géomorphologie ou les sciences
pour cette approche, cette thématique? Alors effectivement, comme je l'ai dit, au départ, le travail d'investigation a commencé sur un état de l'art pour savoir exactement ce qui avait déjà été fait sur ce thème donc, de mouvement de terrain. Alors effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de recherches qui étaient purement scientifiques et techniques, donc qui touchaient à la géomorphologie, à la géologie, à la topologie aussi. Et donc, l'apport de la géographie se fait par l'étude de la crise qui nous permet de croiser à la fois le phénomène naturel pur et l'organisation humaine, donc l'humain, pour faire face au phénomène. Voilà, puisque la gestion de crise va découler d'un événement, certes, mais d'une organisation au niveau du territoire de plusieurs, on va dire, de plusieurs acteurs qui vont intervenir à des échelles et à des échelles, à des niveaux différents pour pouvoir gérer cette crise et faire leur possible pour reprendre un fonctionnement normal. Justement, vous parlez des acteurs. Dans quelle mesure ce risque doit-il être pris en compte dans l'aménagement des territoires? Alors, effectivement, lorsque j'ai choisi ce thème, j'ai voulu effectivement interpeller sur le fait qu'il faudrait effectivement ne pas oublier en fait ce risque naturel dans notre politique d'aménagement du territoire, puisqu'il touche principalement aux infrastructures, à la propriété privée. C'est un phénomène qui peut paralyser un secteur pendant des mois, voire des années. Comme exemple, je peux vous donner l'un des plus connus qui est le tronçon de la route au niveau de la trace au lieu-dit La Médaille, qui est une zone instable depuis des années. Les premières, alors si mes souvenirs sont bons par rapport aux recherches que j'ai pu réaliser, il me semble que les premières apparitions de mouvements au niveau de cette zone datent de 1915 par là. Donc, ça signale quand même une problématique qui peut être récurrente. Donc, tous les mouvements, heureusement, ne sont pas récurrents, mais la plupart d'entre eux, surtout ceux de nature glissement ou couler debout, peuvent se reproduire dans les mêmes zones, puisque ce sont des zones qui sont vulnérables et ce sont des zones qui rassemblent, on va dire, tous les facteurs déclencheurs. Donc, je tenais justement par le biais de cette analyse et de cette thèse de sensibiliser justement les acteurs locaux à intégrer, comme les autres risques naturels, hein, aussi bien les séismes, comme on l'a fait avec les différentes actions, notamment la caravane, risque sismique, etc., et aussi le risque cyclonique, d'intégrer les mouvements de terrain dans les décisions et dans les aménagements liés à notre organisation territoriale pour que nous puissions ne pas être surpris, parce qu'on a l'impression effectivement qu'à chaque épisode pluvieux où il y a ce genre de phénomène qui se produit, on est surpris et on est désorganisé et par conséquent, on ne sait pas véritablement quoi faire et on reproduit en fait une espèce de schéma, en fait, un événement se produit, on répare, et puis il n'y a rien qui se fait derrière. Donc, du coup, après les réparations, comme je le dis, il peut y avoir des phénomènes récurrents. Donc, la même zone qui a été réparée peut être à nouveau mobilisée et détruite. Et voilà, donc on répète un peu un schéma comme ça de construction, reconstruction, déconstruction, sans véritablement se poser et se dire, mais en fait, si ça se produit au même endroit, est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose à faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas pousser les études? Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer justement dans la mise en place
des infrastructures routières et même des nouveaux bâtis, puisque bon, il y a déjà des bâtis existants. Il ne s'agit pas de raser ce qui existe déjà, mais d'intégrer cela dans l'existant et puis aussi de l'intégrer dans le nouveau. D'où l'importance de ce qu'on appelle en géographie la culture du risque. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est la culture du risque et nous dire si pour vous, elle est suffisamment prise en compte dans la gestion du risque dans les petites Antilles? Alors, effectivement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que une fois que le phénomène, le risque est pris en compte dans l'aménagement des territoires, ça rentre aussi en compte ça englobe effectivement ce qu'on appelle la culture du risque, c'est-à-dire non seulement la connaissance que la population concernée qui fait partie des enjeux exposés hein, et qui est vulnérable, puisse justement avoir connaissance au moins du phénomène euh, pour pouvoir apprécier son niveau de vulnérabilité afin d'y faire face en cas de crise ou de survenance de ce phénomène. Donc, effectivement, la culture du risque est très importante dans nos territoires, puisque nous sommes des territoires insulaires. Donc, qui dit insularité dit vulnérabilité, exposition à plein de phénomènes naturels. Et par conséquent, nous devons intégrer tous les phénomènes et pas privilégier certains plus que d'autres, car nous sommes un territoire multirisque. Donc, effectivement, cela passe par une information des populations. Donc, il y a des documents officiels qui participent à cette information au niveau des mairies, au niveau d'Internet également. On peut se renseigner. Il y a un dossier, il y a le DICRIM, il y a les PPR, donc il y a tout, il y a PPRN, il y a toute cette réglementation, on va dire, qui est disponible. Hein. Elle n'est pas privée et tout le monde peut se renseigner sur les risques au niveau de sa commune, au niveau de son territoire. Mais le but aussi, c'est de cultiver aussi cela. Parce qu'il ne suffit pas de se renseigner juste quand il y a le phénomène ou juste quand voilà, on a été marqué par tel et tel événement, mais c'est vraiment d'avoir un suivi et de l'intégrer, pas juste quand il apparaît ou quand on a été victime. Et c'est ça notre grosse problématique et j'ai pu aussi apercevoir durant mes travaux de terrain, c'est que en fait, les gens intègrent le plus souvent les phénomènes, pas seulement les mouvements de terrain, que lorsqu'ils se produisent ou que lorsque ça choque ou que voilà, ça interpelle et c'est à ce moment-là qu'on se dit « Ah ben tiens, ça existe. Ah ben oui, ça peut effectivement me toucher. » Et là, on est plus interpellé et on est plus préoccupé par cela. Donc, ce n'est pas encore très naturel chez nous. Ça commence hein, à venir, mais alors on ne peut pas véritablement comparer parce que ce sont des échelles différentes, ce sont des sociétés différentes. Mais quand on regarde, on va dire, donc sans utiliser le mot comparer, quand on regarde ailleurs, comme justement dans le monde oriental au niveau du Japon, on peut véritablement avoir un exemple de culture du risque par rapport à leur approche face au séisme. Voilà, c'est un phénomène qui est intégré dans les sociétés. Pourquoi intégré? Parce que dès petits, la population, les jeunes sont véritablement acteurs de leur prévention et de leur gestion de risques et de crise parce qu'ils sont informés, ils sont entraînés. Et c'est vrai que nous, on est peut-être informés ou des fois, on ne va pas chercher l'information, mais on oublie chez nous la phase préparation parce qu'effectivement, on parle beaucoup de prévention, mais il y a aussi la phase préparation qui est un petit peu des fois délaissée. Alors, effectivement, la prévention, c'est tout le côté, on va dire,
officielle avec les textes, les lois, les réglementations. Et la préparation, en fait, c'est la mise en pratique véritablement de tous les outils réglementaires, les textes, etc., qu'on aura à notre disposition pour la prévention. Et donc, en se préparant, là, on peut justement minimiser les effets d'une crise et pouvoir s'en remettre de façon beaucoup plus optimale que si on n'est pas prêt. Ça, c'est clair. Et donc, c'est pour cela que, pour refaire le parallèle avec le Japon, de nombreux exercices sont faits régulièrement d'évacuation, etc., pour que ça soit des réflexes, pour que ça soit voilà, intégré dans le fonctionnement même de la société et que ça puisse justement contribuer à la culture de ce risque-là. Donc, de manière générale, je ne parle pas seulement des mouvements de terrain, mais effectivement, la culture du risque va aussi passer par un développement de la préparation qui va venir compléter les phases de prévention du risque. D'autant plus que l'on parle aujourd'hui de plus en plus de changement climatique malgré l'existence de climato-sceptiques. Pensez-vous qu'il y ait un lien entre le changement climatique et les mouvements de terrain? Ben, tout à fait, hein. C'est-à-dire que nous sommes voilà, dans une période cette ère de changement dans tous les domaines et dans toutes les échelles. Donc, effectivement, comme tous les risques naturels, il y a déjà des effets qui sont liés à des bouleversements climatiques. Déjà à notre échelle, les pluies récurrentes à des périodes pas forcément pluvieuses. Bon, on ne peut plus véritablement observer de vraies saisons. Alors déjà qu'il n'y a pas véritablement de saison marquée comme par exemple en France métropolitaine, mais nous avons bien deux périodes, donc une période sèche et une période plus humide avec des pluies, mais on observe quand même sur l'année des épisodes pluvieux à des périodes qui ne sont pas forcément propices à des pluies aussi abondantes. Et par conséquent, ces pluies inattendues vont venir déstabiliser des sols qui vont être vite gorgés d'eau, puisque le plus souvent sec ou surtout si c'est en période de sécheresse, et qui vont être mobilisés par des glissements de terrain, des coulées de boue, des chutes de blocs, etc. Donc oui, les changements climatiques auront une influence sur ces phénomènes au même titre que l'ensemble de tous les phénomènes naturels que nous connaissons. Alors, quand on parle du risque de glissement de terrain, on pense aussi au mode de construction. À votre avis, est-ce que ce risque est suffisamment pris en compte dans les constructions dans les petites Antilles? Et avez-vous pu observer des ressemblances au niveau du bâti dans les autres îles? Alors effectivement, comme je le disais au départ, les mouvements de terrain, leur gestion reste quand même délicate parce que justement, ces risques touchent à la propriété privée. Alors au bâti, à nos maisons, pas seulement à des infrastructures commerciales, industrielles, etc. Donc ça touche vraiment la population par leur habitat. Alors effectivement, bon, je n'ai pas fait une thèse d'architecture, mais j'ai été quand même, on va dire, obligée d'en parler. Donc effectivement, j'ai pu trouver des similitudes au niveau des maisons, des bâtis qui ont été touchés lors des phénomènes que j'ai pu étudier, notamment alors, il y a l'emplacement, effectivement, de la construction, donc souvent dans des terrains pentus, donc c'est notre grosse problématique hein, ici.
notre espace insulaire est exigu et effectivement, l'aménagement du territoire est de plus en plus dense et le maillage justement du territoire est de plus en plus concentré. Donc, effectivement, on va construire forcément dans des zones qui ne seront pas forcément plates. Donc, déjà, ça pose problème. Et puis, la façon aussi dont on va organiser le bâti, donc avec des pilotis, avec ce qu'on appelle des sous-sols transparents, donc avec une maison qui sera un peu adaptée en fait à la pente, mais qui va quand même être fragilisée par soit un ruissellement, un écoulement d'eau en aval ou en amont qui va justement mobiliser le sol à un moment donné. Donc, oui, effectivement, il y a des similitudes dans les autres îles des Petites Antilles. Hein. Et puis, on a effectivement ce qu'on appelle le coup de main qu'on va retrouver partout. Hein. C'est commun dans notre île, mais aussi ailleurs, où on ne va pas forcément faire appel à des techniciens ou des spécialistes et on va justement vouloir construire sa maison tout seul. Et là, ça pose de nombreux problèmes parce que si on n'a pas l'histoire du lieu, donc ça, on n'y pense pas, ça peut coûter cher, vous me direz, c'est un investissement de pouvoir faire une étude de sol, de pouvoir même, en plus de l'étude de sol, interroger aussi le voisinage, faire une petite, l'historique, on va dire, du lieu, parce qu'on peut être surpris de voir qu'il y a quelques années, c'était l'emplacement d'une carrière, il y avait des points d'eau, des sources d'eau qui passaient plus ou moins souterraines, etc. Donc, ça, c'est un travail effectivement important lorsqu'on se retrouve en fait propriétaire d'un terrain qu'on veut exploiter pour justement ne pas être surpris et déçu justement par des mésaventures causées par des inondations, des glissements de terrain ou autres. Donc voilà, donc il y a effectivement des ressemblances et puis c'est vrai que les autres îles, elles sont moins, on va dire, les maisons sont ne sont pas forcément construites aussi bien en dur que chez nous, puisque le niveau effectivement économique, on va dire, et social de ces îles sont différentes des nôtres. Donc, forcément, là aussi, il y aura une vulnérabilité du bâti qui sera beaucoup plus importante qu'au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors, plus je vous écoute et plus je me dis que l'on parle d'un travail de recherche qui touche véritablement au quotidien des Martiniquais, mais pas seulement, tous les habitants des Petites Antilles, comment une thèse d'une telle ampleur n'est-elle pas mieux connue, notamment des politiques? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'espère avec ce podcast d'Oliron la Caraïbe pourra un petit peu toucher voilà, des politiques ou autres à au moins se poser la question et voilà, et créer justement une émulation autour de cela. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai choisi de faire une thèse, je n'avais pas forcément encore le sujet, mais quand j'ai eu on va dire, cette initiative, je m'étais toujours dit que je voulais justement contribuer à faire avancer mon île. Alors, c'est sûr que je voulais effectivement travailler sur les risques naturels parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui m'a toujours intéressée. Et je m'étais toujours dit que voilà, j'aurais voulu contribuer à ma façon, puisqu'en fait, comme on dit, hein, c'est Gandhi qui a plein sac. Et si chacun apporte ne serait-ce qu'un grain de riz, on peut avancer. Et je me suis dit que, bon, j'aurais voulu qu'effectivement mes travaux ne restent pas comme toutes les thèses, on va dire, de manière générale, au fond d'un placard,
oubliées, voilà, et que ça soit les, les araignées qui en bénéficient. Mais c'est vrai que voilà, c'est bon, après, je ne pourrais pas véritablement répondre à cette question-là parce que bon, après, une fois que les travaux sont soutenus, voilà, bon, la thèse, elle est disponible, hein, ce elle n'est pas dans un coffre-fort, voilà. Donc, au niveau de l'université, il y a plein de choses qui sont mise en place pour pouvoir justement mettre à disposition les travaux, ne serait-ce que pour les étudiants et pour tous ceux qui ont envie d'en bénéficier. Donc, voilà. Donc, après, bon, je suis quelquefois, des fois sollicitée. Bon, effectivement, l'année dernière, suite justement aux événements de novembre, j'avais été contactée euh, par Martine Première pour l'émission consacrée à ce sujet. Donc, bon, voilà, il y a effectivement des gens qui restent connectés. Donc, voilà. Donc, après, il faut essayer de voir s'il ne faudrait pas faire un relais entre le stockage des données, la BU, avec une plus grande peut-être information des différents sujets, parce que bon, il y a ma thèse, mais il y a d'autres thèses hein, qui sont Oui. très intéressantes et qui peuvent contribuer aussi bien en géographie qu'en histoire ou en espagnol. Enfin voilà, toutes les thèses ont leur importance. Hein. On ne fait pas une thèse pour faire une thèse. Hein. Donc, certes, ce sont des sujets qui nous passionnent et qui nous intéressent, mais chaque thèse a sa pierre à apporter à l'édifice et surtout que nous sommes un petit territoire, hein, que j'aime bien souligner, un territoire insulaire, et ce n'est qu'on ne peut compter que sur nous, même si nous sommes, nous faisons partie, voilà, même si on est loin, éloigné de la métropole, mais nous faisons partie mais de manière globale, il faut que la population martiniquaise comprenne que nous sommes dans un bassin caribéen, oui, mais nous devons compter d'abord sur nous-mêmes et puis voir comment on peut justement recevoir des aides s'il faut des aides et rayonner quand il faut rayonner pour participer au fonctionnement de notre région Caraïbe. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs que cette thèse et beaucoup d'autres sont disponibles sur thèse.fr et vous pouvez retrouver le lien vers celle de Lucie Perronnet à la suite de ce podcast. Alors, pour continuer, Oui. donc on a pu constater que l'actualité récente de la Martinique nous a montré combien nous sommes vulnérables. Et finalement, n'y a-t-il que lorsque des catastrophes se produisent que l'on réagit? Alors, j'ai envie de dire oui. Hein. Bon, après, je pense que c'est humain. C'est humain. Bon, nous sommes marqués par et nous sommes marqués et nous retenons surtout bon, sur un laps de temps, bien sûr, les phénomènes qui nous ont touchés et qui nous ont interpellés. Donc ça, c'est normal. Après, pour que ça soit vraiment une imprégnation totale, il aurait fallu que ça soit des phénomènes très récurrents, encore plus hein, que maintenant, pour qu'on on soit dans une dynamique voilà, d'imprégnation. Donc là, on sera au-delà de l'intégration. Là. Quand on est imprégné, c'est que on est vraiment dans la chose. Donc, bon, oui, c'est l'oubli, effectivement, j'ai pu le constater, on va dire, oui, l'oubli des événements, l'oubli de ce que ça a pu causer, même si c'est un événement important, ça, c'est terrible hein, dans mes recherches et surtout quand quand on interroge la population, etc. Effectivement, et ça fait, on va dire, ça fait tâche dans la culture du risque et c'est le gros problème en fait, parce que les gens oublient. Ils oublient et forcément, c'est que quand il se passe quelque chose, qu'on se dit, comme j'ai dit tout à l'heure, eh ben tiens, oui, il y avait ça là. Ben oui, l'année dernière, il y a eu tel événement au même endroit. Tellement que j'ai pu constater que, ben, en fait, 5 ans après, puisque j'ai fait ma thèse en 2015,
Et même au-delà, les zones qui ont été touchées en novembre 2020, il y en avait beaucoup que j'avais étudiées, notamment à Sainte-Marie. Mhm. Donc voilà, et en fait, les gens semblaient véritablement avoir oublié que ça pouvait se produire. Donc, ça peut faire l'objet effectivement de recherches, hein, la mémoire, enfin, on va pas parler d'oubli, mais la mémoire des risques naturels. Il y a beaucoup de géographes et autres qui se sont posés, même des sociologues, etc., qui se sont posés sur le sujet. C'est un sujet qui est très intéressant, qui m'a intéressé à un moment donné, mais bon, il fallait faire un choix. Mais la mémoire du risque, oui, ça, c'est très important et ça fait partie de la culture du risque. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous savons que vous travaillez dans le domaine du bien-être. Comment en arrive-t-on au bien-être après un tel parcours de recherche en géographie? Alors oui, ben oui, c'est la question que tout le monde se pose et qui interpelle. Oui. Donc, ben, effectivement, comme je le dis et je le répète, hein, la géographie, c'est une science humaine avant tout. Et donc, que je n'ai pas mis de côté, c'est-à-dire que je suis géographe, je resterai géographe. Mhm. J'ai pu avoir justement acquérir un certain nombre de savoirs grâce à ma thèse et bon, voilà, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Je ne me suis pas orientée vers le bien-être, on va dire, parce que je ne m'intéressais plus à la géographie ou parce que voilà, j'ai eu de mauvaises expériences. C'est juste que j'ai voulu, on va dire, étendre cette science humaine plus à l'humain. Mhm. Alors, pendant un certain nombre d'années, je me suis plus centrée sur la science. On dira que là, j'avais envie de me pencher plus sur l'humain. Alors, j'ai envie de dire que ce que je fais actuellement, puisque j'ai créé, on va dire, un espace de détente, donc sans Mhm. prétention, ben, c'est le premier espace de détente de la Martinique parce que vous avez des espaces de bien-être comme des spas ou des espaces d'esthétique. Mais moi, je ne suis ni esthéticienne ni directrice de spa. Mhm. Mon domaine, c'est vraiment entre les deux. Donc, ça reste de la détente qui contribue alors, j'aime bien dire le mieux-être que bien-être parce que bien-être, c'est un peu bateau. Et je préfère dire mieux-être. Et par conséquent, là, je place l'humain au cœur de ce que je propose. Et voilà, donc pour moi, c'est une autre sorte de géographie, hein, voilà. C'est une sorte de géographie humaine parce que je pense que pour pouvoir justement, alors sans jeu de mots, puisque mon espace s'appelle Lucidity, mais pour avoir plus de lucidité, pour être bien dans sa peau et pour pouvoir justement faire avancer notre île, il faut d'abord être bien dans sa tête et bien dans son corps. Voilà, donc on peut faire de la même façon qu'on peut faire du sport, ben, Mhm. on peut trouver un intérêt à faire de la sieste, à faire une pause pour soi, pour se ressourcer, se revitaliser et pour pouvoir justement mener à bien toutes les actions qu'on a à faire dans quel que soit le domaine. Voilà. Eh bien, Lucie Perronnet, nous vous remercions pour ces échanges autour de la gestion des risques liés au mouvement de terrain dans les Petites Antilles. Nous rappelons à nos éditeurs que vous pouvez les accueillir à votre espace de mieux-être Lucidity, qu'ils pourront Oui. retrouver sur Instagram. Chers auditeurs, nous vous disons à bientôt pour un nouveau podcast sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.